Aujourd'hui, on va parler, ce soir, on va parler d'addiction. On a parlé de manière assez générale, assez variée, des effets politiques, sociétaux, des intelligences artificielles. Et là, on va parler de quelque chose de très concret, qu'on a tous vécu, enfin presque tous vécu, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de regarder le temps d'écran, le temps que vous avez passé sur votre smartphone. C'est une expérience assez désagréable la plupart du temps. Et donc, il se trouve qu'il y a un problème. Je ne sais pas si le mot addiction est le mot le plus approprié. Certains parlent d'addiction sans substance. Donc on verra avec nos différents intervenants si c'est le meilleur terme. Différents intervenants, donc on a Florent Forestier, qui est un écrivain et philosophe, spécialiste de la phénoménologie contemporaine. Vous avez coordonné la rédaction de plusieurs rapports sur l'intelligence artificielle. Vous avez écrit 2 essais, Désubériser et reprendre le contrôle, aux éditions du Faubourg. Vous avez aussi écrit pour une nouvelle culture de l'attention. Et vous venez de signer un essai plus personnel, Mes labyrinthes, vivre avec la différence, autour de l'autisme, aux éditions également du Faubourg. On a aussi Louis Tondonnet, qui est un pédopsychiatre au pôle adolescent de l'hôpital de la Candélie. Vous êtes intéressé en particulier aux raisons du décrochage scolaire chez l'adolescent. Et vous êtes également co-auteur avec Daniel Marcelli et Alain Braconnier d'un ouvrage de référence sur l'adolescence et la psychopathologie. Et enfin, Pascal Chabot, philosophe, professeur à l'Institut des hautes études en communication sociale. Vous vous êtes fait connaître via un essai sur le burn-out en 2013, donc avant que ça devienne vraiment un sujet d'actualité très brûlant, c'est le cas de le dire. Vous êtes également auteur de Avoir le temps, un essai de chronosophie en 2021, et L'âge des transitions au PUF en 2015, et enfin Exister, résister, ce qui dépend de nous, en 2017. Et vous avez aussi co-réalisé un documentaire sur le philosophe Gilbert Simondon et imaginé un drame philosophique intitulé L'homme qui voulait acheter le langage, que certains ont eu le plaisir de voir hier soir. Et on a aussi des lycéens, Marie, Samuel, Morgane et Salomé, qui vont ouvrir ce moment d'échange pour nous parler un peu de leur rapport au téléphone portable et éventuellement poser des questions qu'elles auront préparées, qu'ils et elles auront préparées pour nos différents intervenants. Donc je vais leur laisser la parole. Bonsoir. Bonsoir aux intervenants, bonsoir à vous dans la salle, bonsoir Milad aussi qui est assis, je l'ai vu tout à l'heure. Je m'appelle Samuel et donc je suis au lycée en terminale HLP et donc on a travaillé humanité, littérature, philosophie et donc en cours de philosophie dans le humanité, littérature, philosophie, on a travaillé sur le thème des addictions et donc je suis venu ici pour livrer un peu mon témoignage personnel parce que comme le disait notre hôte tout à l'heure, j'ai regardé personnellement mon temps d'écran et je me suis aperçu qu'il était très élevé et particulièrement sur l'application Twitter. Voilà, donc Twitter aspire littéralement notre âme, pour le dire de façon humoristique. Mais en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur Twitter parce que ça ramenait aussi à l'actualité. Et donc, en fait, il y a une ambivalence entre ce que je fais sur l'application, donc me renseigner, regarder les infos, tout ça, et en même temps, le fait que je veuille sortir de cette application parce que j'y passe beaucoup de temps. Et donc, par rapport à ça, Salomé et Morgane ont particulièrement réfléchi, et je vais leur laisser la parole. Donc, moi, je m'appelle Salomé, je suis en terminale HLP à Palissy aussi. Je me suis rendu compte d'une autre ambivalence qui est que on est addict d'une part à l'objet du téléphone, donc au fait de l'avoir en main, au fait que ce soit le nôtre et qu'on soit d'une certaine manière habitué
à l'avoir. Et d'autre part aux activités, donc comme a dit Samuel, au fait de se sentir connecté à quelque chose, de se sentir que les réseaux sociaux nous ouvrent à quelque chose auquel on n'a pas accès si on n'est pas sur notre téléphone. Et donc ça crée également l'addiction. Et il y a un autre point que Morgane va développer. En travaillant sur ce sujet, on a aussi beaucoup réfléchi sur la culpabilité des personnes qui deviennent addictes. Et on a remarqué que les réseaux sociaux et autres jeux vidéo, etc., tout ce qu'on peut retrouver sur notre téléphone, sont créés dans le but de nous rendre addicts via toutes les notifications qu'on reçoit dans la journée. C'est fait pour qu'on revienne tout le temps sur notre téléphone. Et ça nous a permis de comprendre qu'il ne faut pas oublier l'aspect social également. Et on a réfléchi que parfois on se sentait obligé d'être sur notre téléphone, d'être dans les réseaux sociaux pour appartenir à un groupe. Et du coup, en fait, moi, c'est Marie. Ah, pardon. Moi, je suis Marie, je suis en HLP à Palissy également. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, au-delà de l'aspect social, il faut aussi prendre en compte l'aspect personnel qui peut tendre une personne à la rendre plus ou moins vulnérable en fait, à cette addiction aux réseaux sociaux. Et comme l'ont dit mes camarades, il y a certaines histoires personnelles qui peuvent favoriser plus ou moins le terrain pour que des personnes développent cette addiction. Mais il ne faut pas oublier que l'aspect social, il occupe quand même une part assez importante parce que selon la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance à un groupe social, il est 3e. Donc, ce n'est pas négligeable. Et les réseaux sociaux, ils sont vraiment source d'addiction pour beaucoup de personnes, mais ils se développent avec plus ou moins de facilité chez certaines d'entre elles. Et donc cette addiction, elle nous tend à passer beaucoup plus de temps sur nos écrans et par définition, elle requiert un grand temps d'attention de notre part. Et du coup, les questions qu'on se posait par rapport à l'attention, c'est est-ce que notre attention, elle se perd ou bien est-ce qu'elle se développe grâce aux réseaux sociaux? Et à l'heure où cette attention est littéralement en train de devenir une ressource, est-ce qu'elle peut être surexploitée ou non? Merci de nous avoir écoutés. La parole aux intervenants. Merci beaucoup pour ces témoignages personnels qui ont dû parler à tout le monde et à toutes les générations confondues, à mon avis. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question sur cette idée? Est-ce que l'attention se développe avec les écrans et les réseaux sociaux ou est-ce qu'au contraire, elle diminue, elle s'amoindrit, elle s'atrophie? Je vous en prie. Moi, je peux dire un petit mot. Alors, on ne va pas répondre à toute la question parce que ça serait spoiler tout le débat qu'on va avoir. C'est vraiment une question très vaste, mais en fait, c'est vraiment les deux parce qu'à la fois, les réseaux utilisent des mécanismes qui sont extrêmement efficaces pour fixer notre attention. Donc, construits d'une certaine manière, ces mécanismes peuvent nous aider à la développer. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est vraiment fait, je ne vais pas tant dire pour la perdre, mais c'est vraiment fait pour la sursolliciter, donc en effet pour l'exploiter. Mais c'est ce qui permet de l'exploiter qui peut aussi, si on les construit autrement, permettre de la développer, de la consolider, de la renforcer. Et est-ce que, on va poser la question, le mot addiction ou addiction sans substance est approprié pour parler de cet état dans lequel les technologies et les écrans, nos smartphones nous mettent? Louis Tandonnet, vous qui êtes psychiatre, vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Restreindre, je dirais, la problématique des écrans à l'addiction me paraît une erreur en termes de santé publique, en fait, parce que c'est un problème grave, mais rare, 2% à peu près. Donc c'est une mauvaise manière d'aborder la question. Ce qui est une réalité, c'est que les gens ne se sentent pas concernés par le problème de l'addiction, pour le dire autrement. En tout cas, tel qu'on l'a défini en médecine, c'est-à-dire quelque chose de très sévère. Ce qui est par contre une réalité, c'est que c'est formidable. Donc il y a un usage massif. 97% des ados en ont. Ils sont à plus de 4 heures par jour sur leur téléphone, avec un usage isolé de leur famille. Et donc ça va être diverses problématiques. Celle de l'excès, ça c'est clair, plus que de l'addiction. Et puis tout un tas d'autres problématiques, le cyberharcèlement, je dirais le bombardement par des modèles comportementaux comme
la pornographie par exemple, ou alors la maigreur, des choses comme ça, la question du complotisme, de la radicalisation, la question de couper l'enfant un peu de son univers familial en faisant entrer le social dans le domestique, on va dire, dans le lieu domestique. Il y a toute une série de problématiques plutôt que, je dirais, à interroger, plutôt que celle principalement d'addiction. Vous, Florent Forestier, vous n'êtes pas trop d'accord avec le mot addiction non plus. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous comparez le monde des écrans à un casino, avec des machines à sous, etc. Est-ce que vous voulez un peu développer cette métaphore ou cette comparaison? Je sais pas. Peut-être d'abord très brièvement sur cette histoire d'addiction. Je suis d'accord que le terme addiction, si on le prend au pied de la lettre, il est trop fort. Addiction au pied de la lettre, c'est vraiment une catégorie diagnostique avec un ensemble de critères. Et si on le réplique comme tel, ça concerne très peu de gens. Mais en revanche, c'est un terme qui a malgré tout un intérêt parce qu'il y a des mécanismes de type addictif qui sont très clairement à l'œuvre dans le fonctionnement général des réseaux sociaux, des mécanismes un peu compulsifs qui font appel à des comportements automatiques, qui perturbent d'autres activités, qui donnent l'impression d'une certaine perte de prise par rapport d'une certaine perte d'autonomie, voire d'une certaine aliénation. Moi, j'ai toujours, si je faisais une métaphore plutôt que l'addiction au sens fort, je parlerais de la malbouffe. Donc des addictions au sens un peu plus faible, comme ce qui a été beaucoup le cas aussi dans des domaines comme l'agroalimentaire, où on faisait exprès de mettre du sucre pour développer les comportements compulsifs. Il y a un peu, dans les réseaux sociaux, c'est un peu ça, il y a une forme de pollution générale de notre attention et de notre rapport au monde, qui n'a pas forcément la gravité d'une addiction, mais qui engendre quand même un sentiment à la fois de culpabilité, de dépossession. Ensuite, je me permets de rebondir, pour la question vraiment du casino, oui, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le terme addiction peut être utile. Je fais la comparaison avec le casino sur 2 points. Alors le premier, c'est le casino, le bâtiment lui-même. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont ou sont déjà allés dans des casinos. Je me souviens toujours quand je suis allé à Las Vegas. Alors, comme tous les gens qui font semblant d'être des intellectuels, évidemment, quand je suis allé aux États-Unis, je voulais surtout voir tout ce qui est un peu gigantesque là-bas. Les casinos de Las Vegas sont des bâtiments gigantesques, monstrueux. Une fois qu'on est dedans, on oublie tellement c'est grand qu'on est dans un bâtiment, on est dans un espace qui est fait pour nous faire perdre le sens de l'orientation, le sens du temps. Donc on ne sait plus comment en sortir, on ne sait pas combien de temps on y passe, et finalement notre vigilance se désamorce un peu. Moi je sais que j'étais rentré dedans en me disant je ne vais pas jouer, donc je ne vais pas aller à une machine à sous, mais en revanche, j'y ai quand même passé quelques heures et il y avait plein d'autres sollicitations qui n'étaient pas celles des machines à sous. Il y a toutes les boutiques de toutes sortes qui nous vendent des bêtises 3 fois plus chères qu'ailleurs. Moi, je sais qu'au bout du compte, je suis sorti avec un tour en hélicoptère au-dessus de Las Vegas à $350 qui était complètement inutile et je m'étais quand même fait avoir. Donc, je fais déjà l'analogie dans le sens où le réseau social, c'est un peu cette espèce de grand environnement dans lequel on entre et dans lequel on oublie qu'on est entré et ça module notre rapport au monde. Là où c'est presque un peu plus grave et pernicieux, c'est que le casino, on ne l'emporte pas partout avec nous, alors que le réseau social, on l'emporte partout avec nous, il se rend encore plus invisible. Et le casino, on n'a pas besoin d'y aller pour faire nos courses, on n'a pas besoin d'y aller pour la majorité des actes de nos vies. Alors que le réseau social, de plus en plus, comme c'est une interface pour de la consommation, pour de l'accès à pas mal de services. Donc c'est comme si on était obligé de rentrer dans un cabinet, dans un casino qui ensuite se déplaçait avec nous pour faire toutes sortes de choses. Et premièrement. Ensuite, il y a un deuxième point. Ensuite, je vais vous laisser la parole. C'est les machines à sous elles-mêmes dans le casino. Une fois qu'on s'est laissé prendre, les machines à sous, pour nous fixer, ça utilise des mécanismes qui, pour le coup, sont des mécanismes de type addictif. On part déjà la manière dont ça envoie des récompenses, mais des récompenses de manière imprévisible. Ce qui fait qu'à la fois, on est addict à la récompense, mais en même temps, comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir, il y a cette espèce de mécanisme attentionnel d'expectative qui nous maintient là. Et au bout d'un moment, on est dans une espèce de bulle. Et en plus, la machine à sous, c'est un environnement très très confortable qui est fait en sorte de mobiliser tout ce qu'il y a en nous de paresse. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de faire un autre geste, on est très bien là, et machinalement, on joue. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, les joueurs, au bout d'un moment, ils n'ont même plus envie de gagner. D'ailleurs, même quand ils gagnent, ça les perturbe. Ils sont juste là, et puis machinalement... Mais ils font comme nous sur Facebook pour les gens de mon âge ou sur d'autres réseaux pour des gens plus jeunes, ils scrollent.
Pascal Chabot, je ne sais pas si vous voulez rebondir déjà sur ce qui a été dit et avant ça, nous parler de vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le mot addiction ? Bonsoir. Alors, par rapport au mot, c'est vrai que beaucoup de choses se jouent dans le type de mots que l'on utilise. Sensu stricto et médicalement, il est clair que les addictions sont décrites et sont relativement rares dans la population. Il s'agit de pathologies qui peuvent être graves, des réelles addictions. Mais enfin, il faut aussi être, me semble-t-il, démocrate par rapport à l'usage des termes que les individus font. Et on doit remarquer que le fait d'être addict ou de se sentir addict est quelque chose qui est déclaré par beaucoup d'individus. Donc il est intéressant de voir ce que cela veut dire. Dans une des premières interventions qui a été faite, je relève que tu disais tout à l'heure, notre âme est aspirée. C'était une métaphore assez belle qui peut nous faire réfléchir, parce qu'effectivement, notre âme est aspirée. Je dirais que notre âme est toujours aspirée, en permanence et par autre chose. C'est pas comme si notre âme était en nous. Nous sommes toujours quand nous vivons. Il faudrait voir quand nous dormons, c'est autre chose. Mais quand nous vivons, nous sommes sans cesse connectés dans des sortes de préemptions sur notre environnement, sur la nature, sur les autres, sur les dialogues, peut-être dans un dialogue avec nous-mêmes. Et anthropologiquement, on doit constater que depuis une quinzaine d'années, depuis une vingtaine d'années, sans cesse, on fait le geste. On fait le geste de prendre ceci 260 fois par jour, environ. On fait le geste, et ce geste est un geste de plus que les humains font. Et par ce geste, effectivement, nous nous déconnectons de la perception de notre environnement, nous nous déconnectons d'une certaine sensualité, nous nous déconnectons de notre rapport peut-être olfactif au monde pour nous connecter, pour nous brancher véritablement sur une sorte d'immense coupole numérique, une sorte de dôme numérique qui est, il faut le dire d'abord et avant tout, qui est fabuleux, qui est fantastique, qui démultiplie nos possibilités de connaissance, nos possibilités d'interaction, la possibilité d'avoir des nouvelles. Moi, mes enfants sont à Bruxelles pour le moment, je sais que je peux interagir avec eux, alors qu'il y a 20 ans, j'aurais pas pu interagir en étant ici. C'est d'abord et avant tout un branchement, un réseau de connaissances, de savoir, d'interaction qui a longuement été recherché par l'humanité. Tout ce dont nous bénéficions, des générations et des générations, ont travaillé pour que nous puissions l'avoir. Et autrefois, c'était les mythes qui disaient que c'était impossible, mais tout de même, on pouvait fantasmer sur l'ubiquité. Nous en avons une certaine. Donc les bienfaits sont admirables. Et par rapport à toute la jeunesse, moi, je suis sidéré du degré souvent de connaissance, de conscience, d'information de mes étudiants. J'avais pas du tout leur maturité liée à l'information dont ils disposent à l'âge de 17 ans, 18 ans. C'est personnel comme comparaison, mais donc voyons le positif. Et puis alors voyons aussi après ça le fait que évidemment il y a, et c'est la métaphore du casino qui est parlante, il y a des stratégies qui sont mises en place pour que cette répétition nous soit attractive et toujours davantage refaite, si bien qu'on en est très souvent à l'excès. Et l'addiction non pathologique nous mène vers quelque chose qui est compliqué dans l'existence, qui est le rapport à l'équilibre. Le rapport à l'équilibre, chacun, nous savons, trop peu c'est pas agréable, trop c'est pas agréable non plus. Moi j'étais très addict à la lecture toute ma jeunesse. Voilà, c'était une addiction qui était presque pathologique. Enfin, je n'ai pas envie d'aller dîner ou d'aller déjeuner. Chacun a ses addictions, mais il faut calmer le jeu. Donc finalement, on en vient vers quelque chose qui est aussi lié
à une maturité dans la connaissance de soi et un rapport à l'équilibre. Parmi les interventions de tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'inégale vulnérabilité face aux réseaux sociaux, face aux écrans. Louis Tandonnet, est-ce que vous pensez que les adolescents sont plus vulnérables face aux réseaux sociaux, aux écrans, etc. ? Ils ont sûrement certains avantages, comme vous avez dit. Voilà, ça leur offre des opportunités énormes qu'ils savent saisir. Mais si on regarde le côté problématique, oui, ils ont des vulnérabilités particulières. Et vous l'avez souligné à un moment où vous disiez on se sent obligé d'y être, qui sont spécifiques de l'adolescence et je crois qu'ils sont ciblés très clairement par ceux qui créent les architectures numériques. On peut en décrire deux au moins qui sont ciblés. D'abord, les adolescents régulent plus difficilement leurs affects. C'est une période où le développement, la charge socio-émotionnelle, on va dire, explose, alors que la capacité de régulation continue de maturer doucement, et c'est une période où il y a une forme de déséquilibre à ce niveau-là, qui fait qu'il y a une forme de débordement interne et cette plus grande pulsionalité qui fait que je dirais qu'il va être sensible, je dirais, au soulagement que procure le flow, qui va être sensible à l'accrochage que propose le scrolling très personnalisé, qui va être aussi sensible aux micro-récompenses que proposent les jeux pour, vous parliez déjà de ça sur les casinos. Le deuxième point aussi qui est très spécifique de l'adolescence, c'est ce qu'on appelle, l'adolescent qui construit son identité dans le groupe, c'est ce qu'on appelle la sensibilité au rejet. L'adolescence, c'est un âge vraiment spécifique où quand on est pris dans une dynamique groupale, on va franchir beaucoup plus facilement les limites que quand on est adulte ou enfant. Et on va avoir beaucoup plus de mal à s'affirmer différent du groupe. Alors, il y a des études qui sont rigolotes, comme ça, je peux en citer une. Si on fait conduire quelqu'un dans une voiture, il doit freiner avant le mur le plus tard possible. Vous mettez un adolescent, il freine raisonnablement. Vous mettez un adolescent à côté d'un autre, il va plus loin. Mais vous mettez un adulte à côté d'un autre, il continue d'avoir le même comportement. C'est une expérience. Et donc là, cette sensibilité au rejet, on a dit, on se sent obligé d'y être parce que il y a des événements qui sont créés dans les jeux, qui vous obligent de vous reconnecter pour être présent, pour pas rater les choses. Aussi, il y a une pression de la norme avec un calibrage social. Quand il commence à y avoir une manière d'être, nous c'était les pumps à l'époque. Mais bon, ça a changé. Il faut avoir les pumps, mais il faut être maigre. Il y a aussi les effets de réduction du champ de pensée, c'est-à-dire les algorithmes vous amènent dans une niche comme ça, qui vous fait penser. Et puis il y a aussi le fait que ça relance plus les postes qui sont plus conflictuels sont mis en avant. Donc c'est un peu comme si le surveillant dans la cour de récré, au lieu de séparer ceux qui se battent, il leur filait un micro. Et donc ceux qui, non seulement ça s'envenime, mais en plus ceux qui étaient en train de faire des choses constructives s'arrêtent et viennent observer et s'imprégner de ce comportement-là. On pourrait rajouter un dernier point, qui c'est une période où il y a quand même de la construction de la pensée, beaucoup de développement de la pensée, et qui est fait quand même d'un aller-retour permanent entre une ouverture, vous l'avez dit, être branché sur le monde, naviguer, nager dans le monde, et puis quand même un retour à soi pour éprouver, laisser l'éprouver. Michel Serres dit qu'il lui a fallu parfois des années et des années pour comprendre certains concepts qui ont continué de maturer à l'intérieur de lui. Et donc revenir sur son environnement familier. Et en isolant de la famille, en réduisant les micro-séparations le soir, entre le milieu social et puis son milieu, il y a un effet là quand même de quelque chose qui change l'équilibre, en tout cas, qu'on connaissait. Donc qui change probablement quelque chose dans le développement. Est-ce que je peux juste rajouter un petit mot, mais qui est vraiment complémentaire par rapport à une des remarques qui a été faite, je ne sais plus qui d'entre vous, mais qui m'a vraiment marqué, parce qu'en plus ça ne faisait pas partie des choses auxquelles on avait pensé. Vous avez parlé de l'actualité, et c'est vrai, il y a une chose qu'apportent vraiment les réseaux numériques, c'est le fait d'être immédiatement conscient de ce qui se passe quand on n'est pas là. Et moi je me rappelle, quand j'étais adolescent justement, le monde, là où s'arrêtent mes yeux, c'était quand même un certain mystère. C'est-à-dire, je savais que le monde était beaucoup plus grand que moi, que même le monde humain était beaucoup plus grand que moi, qu'il y avait des événements et autres, mais c'était un peu théorique, quoi. J'étais quand même ancré dans une certaine situation. Or là, maintenant, on a quand même beaucoup plus immédiatement, en permanence, on nous rappelle immédiatement
qui a un monde immense, qui a une immensité d'activités humaines qui est autour de nous, que le lointain est proche aussi. Et je crois que ça peut rendre assez assoiffé. Et c'est quelque chose là qui n'est pas de l'ordre de l'addiction, c'est vraiment de l'ordre de la conscience de la grandeur du monde et de l'immensité des activités humaines, et une envie de savoir, une envie de voir. Donc je pense que, quelle que soit la manière dont on construit les interfaces, même si elles ne sont pas construites dans un but commercial, à partir du moment où on a ouvert cette fenêtre, on a envie de regarder. Mais ce vaste monde dont vous parlez, il est près des yeux, près de l'écran, mais il est loin de nous. Notre corps, lui, reste cloué au sol. Vous m'avez tous parlé à des moments différents de ce problème du corps dans le rapport aux écrans. Système Chabot, vous expliquez que le corps face à un écran est en quelque sorte englué dans un système écran-vitre. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette idée ? Volontiers. Volontiers, parce que le corps est effectivement le grand oublié de bien de nos débats. Nous nous réunissons ces jours-ci pour parler de l'intelligence artificielle. Cette intelligence est une intelligence désincarnée. Elle est une intelligence sans corps. D'abord et avant tout, nous humains, nous savons que nous sommes intelligents par notre corps. Et l'intelligence de notre corps est peut-être plus importante que cette intelligence analytique, consciente, langagière que nous utilisons. L'intelligence de nos mains, l'intelligence de nos pieds, l'intelligence de nos sens, de notre perception interne, c'est tout ça qui rend l'humain si intelligent, et c'est tout ça qui est façonné par des centaines de milliers d'années d'évolution. Nous sommes véritablement les produits d'une évolution biologique très longue, et quand on la considère, cette évolution biologique, on doit se dire que les rivalités entre l'humain et la machine sont, par rapport à l'intelligence artificielle, sont des rivalités très locales, parce que beaucoup plus globalement, notre intelligence est somatique. Cela étant, c'est à ce corps-là que nous ajoutons quelque chose comme un geste de plus qui effectivement isole le corps de son environnement pour le faire vivre dans un système qui est étrange, qui est nouveau. Système, bon, le mot système, il a été très utilisé rhétoriquement en politique avec les pro-systèmes, les anti-systèmes. Moi, je pense que de façon plus matérialiste, on peut dire que le système contemporain, il est défini par 3 réalités. La première, c'est la chaise, le siège, où s'assoit-on ? Et souvent, il y a une compétition pour les places, et souvent dans les entreprises, on sait que chacun a sa place. Gare à vous, si vous allez vous asseoir sur le siège de quelqu'un qui a convoité une autre chaise que la vôtre, on sait que ce sont des marqueurs sociaux extrêmement importants. La chaise. Deuxièmement, la vitre. Le système, c'est tout de même ces vitres, ce verre plat qui fait une différence entre le dedans et le dehors, et qui crée comme une bulle. Et puis, troisièmement, l'écran. Et de plus en plus souvent, travailler, c'est être assis devant un écran du côté intérieur où règne la régulation atmosphérique. C'est un phénomène de bulle. C'est un phénomène de bulle, et c'est un face-à-face entre l'humain et son écran, qui n'est pas le monde. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la représentation du monde. C'est pas le réel, c'est la représentation du réel. Mais cette représentation du réel, elle est presque devenue universelle. C'est-à-dire que toutes les activités comme acheter un livre, comme réserver un train, comme prendre le train finalement, tout cela passe par cette espèce de minuscule entonnoir qu'est ces 20 cm² ou ces 30 cm² de l'écran, pour ensuite se rediffuser de l'autre côté de l'entonnoir vers nous, c'est-à-dire autant vers nos intérêts intellectuels, vers notre conscience, vers nos désirs, vers nos relations, etc. C'est assez impressionnant de voir que comme le monde s'évase et puis comme il se transvase dans la conscience. C'est relativement peu naturel, et c'est effectivement
éloigné, très très éloigné de notre perception somatique ordinaire. Il faut en avoir conscience. Je crois que la conscience libère, le savoir rend libre, on l'a lu plusieurs fois, c'est une des grandes phrases de Michel Serres. En avoir conscience pour, au lieu de se culpabiliser en permanence, parce que je ne vois pas ce que la culpabilisation apporterait, sauf un problème de plus. Je veux dire, il ne faut pas rajouter du problème au problème, mais en avoir conscience pour tempérer cela et pour retrouver à la fois le corps et puis pour retrouver le réel. Et par rapport à l'adolescence, je pense que il y a quelque chose à dire, c'est que à tout âge, le réel peut faire un peu peur. Le réel n'est pas toujours amène ni sympathique, mais il y a un âge où le rapport au réel est plus problématique qu'à un autre moment, c'est tout de même à l'adolescence. Et donc on peut comprendre que ces moments-là où on préfère avoir quelques filtres entre soi et la vie, soit aussi le moment où ce filtre numérique soit plus sollicité qu'à d'autres moments de l'existence. Louis Tandonnet, sur le plan cognitif, sur le plan psychique, est-ce que cette fixation ou cette disparition du corps est inquiétante pour vous ? Alors oui, c'était vraiment un point que je voulais développer aujourd'hui. Vous disiez le corps, c'est le grand oublié. Alors c'est vrai qu'on vit dans cette représentation qui est fausse, qu'on est géré en fait par un cerveau ordinateur qui analyserait, qui produirait nos idées. Mais en fait, cette pensée est probablement fausse. Bruno Latour dit, en fait, notre pensée, c'est une déambulation. C'est-à-dire, en fait, les expériences, ce qu'on appelle de la cognition incarnée, qui est un courant des sciences cognitives, a vraiment montré qu'en réalité, la pensée, elle naît de notre corps engagé dans le monde, en interaction avec le monde. En fait, notre pensée, c'est notre sensorimotricité elle-même, en fait. C'est notre action sensorimotrice ou notre simulation de notre action sensorimotrice qui est créée, qui est notre pensée. On n'a pas une pensée au-dessus de la tête qui recrée ça. Et donc, on peut faire une expérience de pensée pour expliquer un petit peu le concept que je propose, très à Genèse. On va se remémorer, si vous voulez bien, donc on va se remémorer, c'est on va dire un acte abstrait qu'on va faire, mais la demi-finale 1995, France-Afrique du Sud. Voilà, donc vous y êtes, si vous êtes d'accord, on y va. Donc là c'est un véritable déluge qui s'abat sur le terrain. Le terrain vire au marécage. Et puis là, vous avez la mêlée. On extrait la balle et on lève cette chandelle sous les poteaux devant l'embut sud-africain. Abdelatif Benazi, voilà, cet athlète puissant s'extrait de la mêlée, véloce, trempé jusqu'aux os, attrape le ballon et fonce, voilà, va percuter, mais glisse. Et bon, voilà, vous connaissez la fin, c'est terrible. Il n'aplatit pas à quelques centimètres. Et donc, en fait, sachez que voilà, quand je vous ai remémoré ça et que j'ai prononcé les mots, ce qui s'est passé en vous, ce n'est pas que vous avez, je dirais, retraduit les mots que je vous donne en une idée. En fait, vous avez plongé, je dirais, dans une résonance kinesthésique avec moi, comme si vous vous baladez avec moi sur le terrain. Et lorsque j'ai prononcé les mots de puissance, vélocité, je voulais dire aussi, rappeler qu'il pesait 115 kilos, vous avez en fait convoqué en vous des kinesthésies de quand vous avez vous-même eu des courses, vous-même porté des charges lourdes, et donc ces concepts d'athlète, on va dire, vous le convoquez par ce vécu, en fait, qui est comme ça résumé par 1000 expériences corporelles que vous venez résumer en vous. Ou alors, lorsque j'ai dit déluge, marécage, voilà, les plus empathiques d'entre vous sentaient presque, je dirais, le maillot mouillé sur leur corps, là, pendant qu'on faisait l'expérience. Et donc, pour accéder, autrement dit, à la pensée symbolique, il faut opérer une incorporation, je dirais, progressive d'expériences sensorimotrices, et inversement, faire résonner le langage en soi pour accéder au sens qu'il transporte. Donc dans une déambulation ensemble comme ça, que vous partagez avec l'interlocuteur. Et si vous voulez, cet aller-retour en fait, entre voilà, aller vers l'autre, revenir à soi dans sa kinesthésie, c'est ça qui est la pensée en fait. Et donc, par exemple, voilà, on pourrait redonner un autre exemple, mais je vais essayer de sauter quelques... c'est-à-dire, par exemple, voilà, le concept de statut social, on le pense par rapport à la verticalité. Le concept d'importance par rapport au poids.
la moralité par rapport à la propreté. Voilà, il y a des expériences qui ont permis de montrer tout ça. Et donc, voilà, il y a l'apprentissage du langage repose sur une expérience concrète, puis un jeu de complexification de cette expérience, avec un retour à soi, et notamment, je dirais, et aussi assez proche, je dirais, assez familier, parce que quand on est familier avec quelqu'un, on va raisonner un peu plus. C'est ce que j'ai choisi exprès cet exemple, parce que les agenais dans la salle, voilà, qui ont un rapport érotique à Abdelatif Benazi, voilà, ont vraiment raisonné fort, et les autres, peut-être les footballeurs, on va dire, moins. Et donc, si on intègre voilà, cette notion de cognition incarnée, en fait, qui resitue le corps complètement à l'origine, enfin, et que le corps dans la pensée, on peut se poser la question voilà, autrement. En fait. C'est-à-dire souvent on a tendance, dans la théorie très computationnaliste du cerveau ordinateur, à chercher, on va dire, les effets de l'écran en regardant si on a diminué la puissance du cerveau. Donc on regarde si ça a des effets sur le QI ou sur l'attention, mais mesurée, je dirais, de manière pas une attention comme ça, impliquée pas la régulation attentionnelle, mais plus voilà, la performance attentionnelle. Est-ce qu'on se concentre sur quelques minutes bien, quoi. Et donc, on va regarder ailleurs, en fait, les effets. Et donc, on devrait plutôt, je dirais, rechercher dans les effets de ce flow, mais dans la continuité d'une société qui est marquée par la sédentarisation, par l'appauvrissement de l'expérience sensorielle. Vous avez dit, comme c'était voilà, un monde, mais un monde quand même qui est appauvri sensoriellement. On le voit bien, nous, les gens qui ont des problèmes d'intégration multisensorielle, quand ils sont sur un écran, ils sont plus à l'aise parce qu'en fait, c'est beaucoup plus pauvre d'un point de vue multisensoriel. Et puis aussi qui perturbe le retour à soi en coupant un peu du retour à soi-même quand on est pris toujours dans ce flot externalisé, et aussi en coupant un peu dans des consommations isolées de la famille. En fait, plutôt des problématiques, je dirais, alors sur le registre psychiatrique, c'est les problématiques de la dysrégulation attentionnelle et émotionnelle, de la fragilisation de l'accès au symbolique, on y reviendra peut-être après, des troubles de la mentalisation, c'est-à-dire voilà, en fait, la pensée absolutiste, les compulsions, addiction numérique, addiction alimentaire, le passage à l'acte, ou alors aussi les fragilisations du sentiment de soi, avec les phénomènes de dépersonnalisation, des réalisations, les phénomènes de fonctionnement plus limite, le clivage, les pensées projectives, voilà, qui sont finalement des choses qu'en clinique on observe qui semblent augmenter quand même. Florian Forestier, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de la place du corps par rapport au monde virtuel ? Oui, tout à fait. Alors, avec un certain accord et puis un petit déplacement. Je suis d'accord sur une chose, c'est toute cette dimension, quand on parle du corps, là vous parliez vraiment du corps moteur, et de la dimension motrice. C'est vrai que la question de la motricité, c'est quelque chose qui est complètement essentiel à la fois sur l'expérience générale qu'on fait du monde, sur l'expérience qu'on a des autres, sur l'expérience même de notre pensée. Et c'est vrai qu'actuellement, telle qu'elle est configurée, la sphère numérique, elle a tendance à atrophier ça. Donc je suis d'accord pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une perturbation et une restriction de l'expérience, de la dimension motrice, en tout cas de notre expérience du monde, et sans doute notre expérience sensorielle. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que, alors, je veux dire, il y a deux choses. D'une part, on parle beaucoup d'écrans. De plus en plus, la sphère numérique, ce ne sont plus des écrans. Elle a tendance justement à s'intégrer de plus en plus à la vie quotidienne dans toutes ses dimensions. Même la pièce que vous aviez écrite, elle parle des commandes vocales. Plus on va passer à des commandes vocales, à ce genre de choses, plus la sphère numérique, ça sera une prolongation de notre corps. Et ce qui fait aussi que la sphère numérique, d'une certaine façon, elle révèle des choses de notre corps. Et je pense qu'on peut aussi voir en elle, pas seulement une restriction. Alors c'est la restriction de certaines choses, mais c'est aussi la révélation d'autres dimensions de notre corps. Un corps, c'est extrêmement complexe, extrêmement profond. Il y a une immensité de choses plissées en lui. Et quand on fait varier les formes du monde extérieur, et le numérique c'est aussi une manière de faire varier un peu le monde extérieur, on révèle aussi différemment le corps. Et je pense qu'il n'y a pas que de la restriction là-dedans. Moi, il y a un exemple, justement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question du rapport du corps à l'interaction. Et ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a un préjugé qui donne justement trop de force à l'ancrage moteur de l'interaction. Ce qui est assez intéressant, par exemple, quand on parle de l'autisme. Parce que dans le cadre de l'autisme, ce qu'on remarque quand on a des approches un peu inactives de l'autisme, c'est qu'une des choses qui est perturbée, c'est vraiment la résonance corporelle. C'est-à-dire, c'est vraiment le niveau de la résonance motrice des corps. Et ça engendre dans l'autisme une certaine forme de perturbation d'un certain niveau d'empathie, mais d'un certain niveau seulement. Or,
quand on observe vraiment les personnes en question, on se rend compte que c'est un certain niveau, mais l'empathie, c'est quelque chose d'extrêmement feuilleté. Il y a beaucoup d'autres façons d'entrer en contact les uns avec les autres. Il y a des façons de rentrer en contact qui se font à distance, qui se font en écho. Même, on parle beaucoup de l'expérience de ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est le fait de regarder en même temps le même objet. Mais on se rend compte que, dans beaucoup de cas, l'attention, elle va être conjointe mais différée. C'est-à-dire, l'adulte va regarder quelque chose, l'enfant autiste ne va pas le regarder tout de suite, mais il va le regarder plus tard. Et toute cette dimension qui est à distance, qui est moins réelle, qui est moins ancrée dans l'accord moteur du corps, mais dans une sorte de mémoire, de virtualité du corps, je pense que ça, au contraire, le numérique permet justement de le voir mieux, de le révéler. Et donc ça peut vraiment être aussi une façon de révéler des dimensions supplémentaires de l'existence, des dimensions supplémentaires de l'intersubjectivité. Et pour un grand nombre de personnes, justement, qui, pour des raisons ou pour d'autres, ne sont pas toujours adaptées au rythme de l'interaction directe, de la sensorialité directe, c'est une manière justement de s'approprier plus grandement le monde. Oui, parce que moi, par exemple, pour rebondir sur l'autisme, c'est vraiment un exemple, moi, que je vois en clinique. C'est-à-dire que ce qui peut paraître finalement, enfin, c'est vraiment un outil qui va être utilisé pour les autistes, qui va leur permettre justement de rentrer dans une interaction qui va mieux fonctionner, qui va les accélérer, les entraîner, enfin, et donc ils vont progresser par le biais de par ce moyen-là, on va dire, dans une interaction, alors que l'interaction, justement, voilà, motrice, comme on disait, très directe, trop multisensorielle, trop rapide, est dans une forme de décalage que souvent celui en face ne saisit pas et donc a du mal à s'accorder. Vous ouvrez tous les deux sur un thème important qui est la question de l'éthique, de la morale, du rapport aux autres qui est transformé en profondeur par les écrans. Là, vous montrez, et c'est très important de le faire, les dimensions qui peuvent être parfois positives, mais on en a parlé au début de cet échange. Il peut y avoir aussi une très grande violence dans une forme de course à la reconnaissance, au like. Et vous, Pascal Chabot, vous montrez dans votre ouvrage Global Burnout que cette course à la reconnaissance, c'est une des raisons du burn-out. Est-ce que cette reconnaissance que l'on cherche parfois un peu désespérément via les réseaux sociaux est analogue dans sa forme à celle qui peut nous conduire au burn-out dans le monde professionnel ? Je ne crois pas. Il y a tout de même une différence assez marquée entre le besoin de reconnaissance dans le monde professionnel et ce qu'on peut appeler une course à la reconnaissance dans les réseaux, même si bien sûr c'est le même désir, c'est le désir d'exister aux yeux d'autrui, et finalement ce sont souvent les regards que les autres posent sur nous qui nous constituent en tant que nous sommes ce que nous sommes. Ce sont les regards des parents, des enseignants, des camarades et des collègues qui finalement valident ou invalident l'idée que nous faisons de ce que nous sommes. Et cette idée-là, elle est finalement une longue négociation entre nous-mêmes et le regard des autres sur nous-mêmes. Donc là, c'est le noyau de reconnaissance. Mais la reconnaissance dans le monde professionnel, elle est particulière parce que elle n'est pas aussi narcissique qu'on veut le dire. Je pense pas qu'on veuille être reconnu en disant ben oui, voilà, moi je veux être reconnu parce que ça fait du bien à mon ego. Je travaille dans ce secteur-là et j'aimerais bien qu'on me dise que je suis très bon dans ce secteur-là, etc. Bon, je pense que cette composante narcissique, qui est une composante, n'est pas majoritaire, parce que ce que l'on voit dans le monde professionnel, c'est que le désir d'être reconnu, c'est le désir d'être reconnu par ses pairs, c'est-à-dire le désir d'être reconnu par des personnes avec qui on travaille. Et le jugement de reconnaissance est un jugement qui est un jugement sur le fait que le travail est bien fait. C'est une infirmière qui dira à une autre infirmière, eh ben, c'est pas mal, cette patiente-là, elle était particulièrement difficile, tu as réussi à faire un pansement, c'était pas évident. Et en entendant cela, finalement, le collectif de travail se soude parce que on a les mêmes perceptions de ce qu'est un travail bien fait, on a les mêmes perceptions de ce qu'il faut chercher à faire, et puis on dit, ben, on travaille bien ensemble. Et finalement, la reconnaissance, elle fédère un collectif.
elle fédère un collectif. C'est pour ça qu'elle est extrêmement importante. Et les gens qui disent, et c'est pour ça que c'est une cause de burn-out, enfin une cause, c'est pour ça que c'est un thème agissant dans les pathologies du travail, dans le burn-out, des personnes qui disent « je ne me sens pas suffisamment reconnu dans mon travail », ce sont des personnes qui disent « mais je suis seul, je suis tout simplement seul, les préoccupations que j'ai, je ne parviens pas à les partager, ou alors j'ai l'impression que ma hiérarchie ne voit pas ce qui est important dans mon travail, ou je ne parviens pas à dire ce qui me préoccupe le plus. Donc il y a véritablement là la constitution d'un collectif de travail, alors que dans les questions de réseaux sociaux et typiquement les questions qui sont plus liées à l'usage des réseaux sociaux, mais je crois que c'est un peu à tout âge, hein, et là je vous rassure, vous venez avec vos pathologies à votre âge, etc., mais il n'y a personne dans la salle ou presque qui peut dire « non mais moi je suis tout à fait indemne de ce genre de problèmes addictifs ou autres. On est tous plus ou moins logés à la même enseigne, et je crois que vous, avec vos cerveaux plastiques, vous êtes beaucoup mieux équipés que nous, avec nos cerveaux parfois un peu plus raidis par l'existence, disons. Ça, vous inquiétez pas trop non plus. Mais ceci pour dire que la question de la reconnaissance liée au réseau, c'est aussi le moment de la constitution du moi. C'est la constitution de qui on est, qui je suis, la constitution vraiment d'une identité. Et la reconnaissance, c'est pas simplement on travaille bien ensemble ou on est bien ensemble, c'est comment est-ce que je me constitue. Et par rapport à ça, je crois que le gros problème des réseaux dans la constitution de soi, c'est qu'ils sont extrêmement rapides et ils donnent beaucoup trop de pouvoir à l'autre. C'est bien que l'autre ait du pouvoir, mais le temps long de la maturation, le temps long par lequel, face à un livre par exemple, on se constitue beaucoup en lisant les amours de Fabrice Del Dongo chez Stendhal, mais c'est 40 heures de lecture, 35 heures de lecture, ça veut dire un long dialogue avec un personnage, mais c'est long, c'est subtil, c'est descriptif, et cette constitution de soi par la lecture, elle est très riche, elle est très précieuse, parce que ça crée des sortes de circuits longs, de réflexion, de sensibilité. Et le gros problème qu'on a avec nos écrans, tout le monde, c'est qu'on est dans une sorte d'hypertemps, de ping-pong. Tiens, tu dois penser ceci, tu dois penser cela. Je zappe d'une émotion à une autre. J'ai pas ce temps du retentissement émotionnel. Et nous sommes constitués par nos retentissements émotionnels. Ça, c'est le temps long. Ça, c'est vraiment le temps long. Il n'y a pas de formule magique pour gagner ce temps long, sauf dire, finalement, moi j'aime bien un peu être paisible, sans, etc. Mais ça, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation, et c'est une question de goût aussi. Et développer d'autres types de goûts, qui sont parfois plus minoritaires, est extrêmement important dans la constitution de son identité, qui est quand même la grandeur d'une vie. Ça, c'est clair. Oui, pour revenir juste rapidement sur cette idée d'identité, de construction lente, laborieuse de son identité via la lecture, des choses qui demandent des efforts, aussi parfois d'accepter de s'ennuyer. Vous avez prononcé un mot intéressant tout à l'heure, vous avez parlé d'aliénation. Est-ce que les écrans peuvent nous faire devenir autres et nous faire perdre le sentiment de notre propre identité, de qui on est? Il faudrait qu'on me remette le micro. Bon, sinon, oui, on va faire un don contre don. Ouais. En tout cas, moi, je pense que mon voisin répondra mieux que moi sur l'expression du vécu, mais je pense qu'il y a en tout cas une sensation de perte d'autonomie. Parce que, en tout cas, les mécanismes utilisés par la plupart des réseaux sociaux sont des mécanismes qui enrégimentent nos habitudes, qui utilisent nos habitudes, nos réflexes, et qui nous font commettre des actions qui, sur le moment, sont instinctives, mais qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on voudrait être sur le temps long. Moi, je pense qu'il est vraiment important, quand on pense à ça, d'une part, qu'on ait une conception de la liberté qui soit qui soit pas trop simpliste. La liberté, c'est pas l'acte libre à n'importe quel moment. La liberté, c'est la capacité à décider de soi et de qui on veut être sur le temps long.
quel est le type de personne que j'ai envie d'être, quel est le type d'acte que j'ai envie de faire, de commettre dans quelques années, et comment je sculpte dans ce que je suis et dans toute la résistance qu'il y a déjà en moi, parce que évidemment, je ne suis pas libre dans rien, je suis libre dans une masse qui me résiste. Comment est-ce que je sculpte ce que j'ai envie d'être là-dedans? Et je sculpte ma liberté aussi avec mes automatismes. Je sculpte ma liberté en transformant mes automatismes, en développant les automatismes, les instincts qui sont en phase avec ce que j'ai envie d'être, et aussi en développant les automatismes qui m'aident à prendre du recul, justement, qui m'aident à ne pas être un robot. Ce que j'ai envie d'être, ce n'est pas nécessairement l'expression unilatérale d'une seule chose, mais j'ai envie d'avoir du recul par rapport à mes goûts. Et ça, il est clair que le fonctionnement actuel des réseaux sociaux, ça ne permet pas ça. Il faudrait vraiment que, d'une part, ça permette une sélection beaucoup plus grande et beaucoup plus détaillée du type d'automatisme qui vont être sollicités, et que ça permette aussi de manière beaucoup plus forte, qu'il y ait des temps, non pas de déconnexion, mais des temps de recul, qui me fassent prendre du recul, qui me fassent sortir, qui me fassent reconnecter, qui me fassent réappréhender différemment. Vous me faites une transition toute trouvée sur la question des solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer ces applications qui permettent de contrôler notre temps d'écran. Au bout d'un moment, l'écran devient noir et blanc pour nous dissuader, en fait, parce que les couleurs, ça active des circuits de dopamine qui donnent envie d'aller sur le téléphone. Et donc, à une heure précise, c'est nous qui décidons. L'écran devient tout noir et blanc et il devient globalement plus ennuyeux à regarder. Est-ce que vous pensez que ce genre de petites solutions individuelles pour limiter son temps d'écran, sa potentielle addiction, etc., est efficace? Moi, je suis très, très dubitatif par rapport à ça. Alors, d'une part, parce que ça ne marche pas vraiment bien. Voilà, ça va s'activer à n'importe quel moment quand on est dans un usage, quand on fait quelque chose, donc ça nous embête juste et on triche avec. Ensuite, parce que c'est quand même la tendance des grands groupes d'installer ça. Donc, c'est un peu embêtant que l'interface détienne elle seule les clés de la désannihilation par rapport à elle. Et je pense aussi que le contrôle du temps, c'est une solution un peu perverse, parce que, en gros, ça va nous faire passer de pratiques, entre guillemets, addictives ou compulsives, négatives, à d'autres formes de compulsion qui vont peut-être sembler plus positives, mais qui sont tout autant aliénantes. C'est pas parce que je me transforme en foudre de guerre, c'est pas parce que grâce à mon interface, j'arrête de perdre du temps, je fais du sport tout le temps, je me transforme en machine de guerre, toute ma vie est organisée. C'est pas pour ça que je suis plus libre. C'est simplement que la manière dont la machine m'a aliéné correspond plus à un idéal social, donc j'ai moins de feedback me montrant que je suis aliéné, mais c'est pas forcément mieux. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment décider nous-mêmes de la manière dont on veut interagir avec la machine. C'est-à-dire, globalement, quand on a affaire à un réseau social, qu'on puisse le paramétrer. C'est-à-dire qu'on puisse décider, mais moi j'ai envie d'avoir un écran de défilement infini ou pas. Moi j'ai envie d'avoir tel type de notification à telle fréquence ou pas. J'ai envie d'avoir des contenus random ou pas. Qu'on ait cette capacité vraiment à déterminer un peu la modalité d'interaction et qu'elle soit elle-même donnée d'une manière qu'on a envie de l'utiliser, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pouvoir paramétrer, il s'agit d'avoir envie de faire l'effort de paramétrer et de reparamétrer le cas échéant. Donc il y a toute une histoire aussi d'ergonomie, mais c'est juste une partie de la solution, parce que c'est une partie individuelle, et faire poser sur l'individu seul la responsabilité de sa désaliénation, c'est toujours un problème. Il y a aussi tout un deuxième aspect qui est vraiment de développer d'autres formes de techniques. Alors, elles existent déjà. Il y a pas mal de technologies, mais qui sont dans des petites collectivités, par exemple les réseaux de patients ou autres, qui sont aussi beaucoup développés dans les communautés du libre, qui sont beaucoup plus conçues pour développer la collaboration, pour développer la réflexibilité. Simplement, évidemment, elles sont moins rentables. Les grands groupes n'ont pas forcément envie de les développer. Il y a toute une stratégie à mettre en place pour les développer. Ensuite, si on rentrait vraiment dans des propositions très concrètes, sur une partie des grandes plateformes, comme Facebook et autres, pour le moment, ce sont des environnements clos. On ne peut pas mettre toutes les applications qu'on veut sur Facebook. C'est eux qui décident. Et je pense qu'il faudrait, idéalement, ouvrir Facebook et développer tout un marché, là pour le coup un marché industriel de l'innovation, qui est un ensemble d'applications qui soient disponibles sur le marché, qu'on puisse installer ensuite pour moduler Facebook chacun à notre manière. Là, ça serait de remettre une forme de compétition sur la manière dont chacun interagit avec Facebook, et ça rajouterait une couche de concurrence, entre guillemets, donc ce n'est pas une solution marxiste, mais qui casserait un peu l'unicité de l'interface.
Merci pour ce point technique. Est-ce que, Louis Tandonnet, vous voulez proposer un point de vue clinique sur... vous me disiez tout à l'heure que vous aviez certaines personnes qui arrivent pour se plaindre de leur rapport compulsif ou excessif aux écrans, aux réseaux, etc. Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place ? Pour rebondir sur ce que vous disiez, pour reprendre l'exemple de la malbouffe, on a bien vu quand même qu'en faisant chacun un régime, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'on se mette à proposer autre chose. Mais parce qu'en continuant à donner de la malbouffe à tout le monde et en mettant tout le monde au régime, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment sur le fond. Enfin, nous, c'est une approche. Ça rejoint l'approche psychiatrique, c'est-à-dire quel est le fonctionnement global, c'est-à-dire voilà, arrêter l'écran, plus, moins. Je trouve que l'écran, quand même, s'inscrit dans une continuité par rapport à des changements de société. Voilà, la question de la désincarnation de l'espace numérique, je dirais, rejoint la question de la sédentarisation et de l'appauvrissement sensoriel, je dirais, de l'environnement urbain. C'est Cynthia Fleury qui dit voilà, le droit à la perspective, voilà, ouvrir un peu les horizons. Le temps de connexion dans le flow rejoint la question de l'accélération, on l'a vu, et puis l'abandon du temps libre, voilà, de la lenteur. Les consommations isolées poursuivent celle de l'éclatement, je dirais, du lien social et familial. Et donc finalement, je dirais, le côté détox, je vais limiter. Ça dépend qu'est-ce qu'on propose à côté. Si c'est pour continuer de proposer de l'indisponibilité pour les enfants, ou alors des plannings qui sont pleins du lundi matin 8h moins le quart au samedi soir 21h, parce que voilà, pour être performant il faut travailler, et donc ils n'ont pas le temps de lire un livre aujourd'hui. J'aimerais bien poser la question aux adolescents là, qui sont là, est-ce qu'ils ont eu le temps, en dehors de ce qui était prescrit par l'école, de prendre un livre et de le lire cette année, mais pas ce que vous a dit le professeur, un truc que vous avez le temps de faire par vous-même. Je ne suis pas certain. Beaucoup arrêtent les activités sportives pour pouvoir être plus disponibles. Donc, oui. Ouais, bon, c'est biaisé, c'est les philosophes. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on se rend comme liberté aussi collectivement ? Je pense qu'on peut s'arrêter là et écouter les questions de la salle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour faire passer le micro, sinon je vais le faire. Ah, merci. Bonjour. D'abord, merci beaucoup d'avoir donné toutes ces informations qui sont très utiles. J'ai des questions par rapport à des choses qui ont été dites, par rapport déjà à la désillusion qui arrive avec l'utilisation d'Internet pour se créer un monde virtuel. Est-ce que cette définition du vrai monde que vous vous dites, dans lequel on est en train un peu de se séparer et qu'on essaye d'appliquer à Internet, comment est-ce qu'on est censé accompagner du coup les gens qui commencent à s'enfoncer du coup dans peut-être le faux monde d'Internet, et après comment est-ce qu'on défait ces gens qui sont déjà tombés dans ce faux monde? Ensuite, j'ai aussi la question de comment est-ce que vous réagissez face à la transposition des corps dans Internet, si nous finissons par créer un monde virtuel avec les sensations. Je vais donner l'exemple qu'on a vu dans le cinéphilo avec Matrix, ou par exemple avec la création du métaverse, l'achat de meubles qui est un peu imaginé par Zuckerberg, ou même de créer notre propre avatar. Est-ce que ça signerait la fin du réel, et du coup, peut-être de façon plus positive, le fait de créer son propre avatar, peut-être la perfection que des gens qui ont des problèmes physiques ou mentaux n'arrivent pas à atteindre dans le vrai monde, que ce soit par rapport à des troubles, comme par exemple vous avez dit l'autisme. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jugements dans le vrai monde, mais le fait d'apparaître sur du coup le faux monde, sur Internet, nous enlève toutes les parts de jugement. Et du coup aussi, vous avez parlé de l'importance du temps, mais est-ce que le temps mis sur Internet est vraiment inutile? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions. C'est vrai que là les micros sont... Oui, attends, prendre cette micro-là.
Alors, je ne sais pas si on a parlé de... Merci pour toutes ces questions, et elles sont enchâssées les unes dans les autres. Il y en a plusieurs, tout aussi intéressantes, mais pour commencer à y répondre, je ne suis pas sûr qu'on a parlé d'un vrai monde et d'un faux monde. C'est finalement un branchement de notre conscience sur un circuit de sens, cette espèce de grande coupole numérique. On la branche là-dessus quand on fait le geste, alors qu'à d'autres moments, on branche notre conscience dans une discussion sur autrui, et c'est pas comme s'il y avait une hiérarchie entre un monde qui serait plus authentique et un monde qui serait moins authentique. Sans cesse, on passe de l'un à l'autre, et dans nos existences, il y a quand même une certaine fluidité entre les moments où on est dans une discussion et puis on consulte quelque chose. La vie du sens, finalement, est une vie qui est tout à fait multiple. Mais parfois, c'est vrai qu'on est tellement happé. On est tellement happé par le monde numérique qu'on disparaît finalement d'un environnement qui est un environnement physique. Et des constructions comme les métavers, qui sont des fantasmes, mais enfin, l'idéologie qui est portée par ce fantasme est intéressante. Ce sont donc pour celles et ceux qui l'ignorent, la notion de métavers est une notion dans laquelle on se dit que plutôt que de consulter simplement sur l'Internet, il s'agirait de construire une sorte d'environnement global dans lequel on pourrait circuler, déambuler, comme on le fait dans un jeu vidéo, et c'est très inspiré par la culture du jeu vidéo, et dans cette circulation, interagir, acheter, voir un concert, c'est-à-dire avoir une existence qui est de plus en plus interne à un univers numérique, et donc de plus en plus coupé d'un univers physique, avec toutes les questions d'avatar dont tu parles. Sachant que les buts de la constitution de ce monde-là sont des buts qui sont fondamentalement financiers, et que ces mondes sont constitués par des ultra-forces, ça s'appelle des ultra-forces, avec lesquelles le rapport de force est extrêmement difficile, et que cette constitution est une constitution faite parce que, déambulant là, chaque acte se paye, tandis qu'il y a tellement de choses qu'on fait dans l'existence qui ne se payent pas, et heureusement, il faut avoir un esprit critique et un esprit de résistance très 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 net par rapport à ce désir de redéfinition de l'existence dans un virtuel qui n'apporte a priori pas grand-chose. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose comme une frontière quand on nous dit mais je vais vous redessiner un univers. Là, non, véritablement. Je ne sais pas comment... Moi, pour aller un peu dans le même sens, moi non plus, j'utiliserai pas tant le vrai monde, faux monde, parce que le numérique, c'est pour moi une partie du monde. C'est un couloir dans le monde. Après, ça dépend, tout dépend de la manière dont est construite cette partie du monde. Tu parlais de Matrix. Dans Matrix, même à l'intérieur de la matrice, c'est toujours réel, dans le sens où quand tu souffres, tu souffres. Quand tu meurs, tu meurs. C'est réel, mais par contre, tu n'as aucune liberté parce que ce que tu vois n'est pas ce que tu crois, et tu n'as aucun moyen de savoir ce que tu vois vraiment. Parce que la matrice est construite de telle façon qu'on projette, qu'une intention autre que la tienne te projette des choses, et tu n'as aucune prise sur cette intention, et donc tu es complètement passif. Pour moi, le risque, ça va exactement dans le sens de ce que tu as dit, le risque, c'est pas la perte du réel, c'est la perte de notre capacité d'autonomie et d'action, parce qu'on perdrait toutes les prises, à la fois non d'esprit critique, ou même les capacités, l'accès aux formes de connaissances qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Donc c'est un monde qui devient complètement appauvri et qui ne nous laisse aller que dans des couloirs dans lesquels on est autorisé, où on n'est plus des êtres humains autonomes, mais des rats de laboratoire. Et ça, en effet, le métavers sans aucune régulation, ça pourrait devenir ça. Donc il y a tout un ensemble de lois, parce que ça doit être gravé dans le dur, qui doivent interdire de faire un certain nombre de choses, qui doivent interdire de faker des personnalités, de faker un certain nombre de transformer un certain nombre d'effets réels, virtuels en effets réels, etc.
parce que sinon on perd notre capacité vraiment basique d'action, et là on est une marionnette. Je voudrais rajouter 2 points si c'est possible. D'abord la question, enfin, entre vrai et faux, là, quand même j'apporterai une contradiction. Si je suis la question de la théorie de la cognition incarnée, quand même la pensée passe par le corps, et quand on est projeté comme ça sur une externalité, on le voit chez des gens qui vont chercher leur identité dans les autres, dans les réponses des autres, mais pas assez, ne font pas ce retour à eux suffisamment, voilà, sont dans ce qu'on appelle des troubles de la personnalité qui ont une perte du sentiment de soi, et ce perte de sentiment de soi, je veux dire, si on pousse ça jusqu'au bout, c'est le délire quand même. C'est-à-dire la perte du sentiment d'incarnation, et donc quand même on expose à quelque chose qui est dispersant en termes de sentiment d'identité, en tout cas qui modifie ça. Donc on n'est pas, c'est pas un univers irréel. Les relations, on peut vivre des relations très réelles et très fortes. J'ai des patients, moi, qui ont des amis à l'autre bout du monde. C'est extraordinaire, ils parlent toutes les langues. Enfin voilà, c'est tout à fait réel. C'est pas ça tellement qui les disperse. Mais quand on ne sait pas utiliser l'outil, qu'on ne fait pas ce retour à soi, il peut y avoir quand même une perte du sentiment d'incarnation, un affaiblissement de la qualité de la symbolisation, des capacités de symbolisation, et voilà, quelque chose comme ça où on se dégrade ça, quelque part, enfin si c'est un mot dégradé, enfin, il me semble qu'il y a un risque de ce côté-là. Alors il faut peut-être des expositions massives qui vont dans un contexte où, par exemple, on a été exposé à du trauma et qui ont abîmé aussi le lien interhumain déjà, enfin voilà, qui ont vulnérabilisé. Mais voilà, ça c'est un point qui me semble important. Et l'autre chose, c'est l'inégalité face à ça. C'est-à-dire que, en réalité, ça me semble important de le souligner, c'est-à-dire quand on asperge comme ça d'un produit et toute une population, on va révéler les inégalités des faits. C'est-à-dire il y a ceux qui vont savoir l'utiliser, être capables d'organiser l'accompagnement de l'enfant dans ce milieu, le nourrir, l'apprendre à programmer, il va bien comprendre tout ça, il va avoir ce recul, il va avoir des conditions qui vont le lui permettre, et donc il va avoir un usage qui va l'enrichir. Et ceux qui vont avoir un usage différent, la réflexivité, la capacité, la sagesse face au numérique, elle n'est pas innée. Elle est vraiment culturelle. Et les acquis dans le numérique, c'est pas inné d'être capable de le réutiliser dans le milieu professionnel. C'est ceux qui vont avoir, je dirais les billes culturelles qui vont pouvoir le faire. Ceux qui les ont moins, ils vont avoir un usage qui va peut-être plus les éloigner. Ils vont pas en avoir un bénéfice. Donc, que ce soit du côté de la résilience et du bénéfice que ça peut apporter, ou du côté du risque. Je peux prendre un autre exemple. Voilà, c'est que 2 enfants ont un excès de consommation. Ils ont des troubles du sommeil, ils décrochent un peu scolairement. Il y en a un, la famille monoparentale n'a pas les moyens de le faire accrocher, sa trajectoire scolaire décroche, il change de trajectoire scolaire. L'autre, on prend un petit prof de maths, machin, hop, capital social, capital culturel, bim, il raccroche, aucun problème, cette surconsommation. Il y a donc une inégalité qui est très forte. Pareil, on voit la même chose pour le cannabis. Pas de problème, on peut arroser tout le monde, les gens qui sont dans de bonnes situations, c'est ceux qui consomment le plus, ce sont les enfants d'universitaires, ça leur pose aucun problème. Mais ceux qui vont avoir un impact, c'est ceux qui ont déjà d'autres vulnérabilités. Je suis désolé, on n'a plus vraiment le temps pour les questions. Alors vraiment très rapidement. Merci. On a beaucoup parlé des jeunes depuis le début de cette conférence, et probablement que bon nombre des participants à cette séquence sont inquiets pour leurs jeunes et donc ont été intéressés par cette séquence. Pour autant, je me posais la question en vous écoutant aux uns et aux autres dans vos compétences respectives, est-ce que ces formes d'addiction ne sont pas partagées par d'autres tranches de population générationnelle? Pourquoi je vous pose la question? Parce que je me suis souvenu au cours de votre conférence, j'ai connu quelqu'un qui avait complètement inversé le diurne et le nocturne, qui regardait la télé la nuit et qui dormait le jour. C'était ma grand-mère, elle était née en 1912, 100 ans avant la rédaction de Petite Poussette, donc voilà. Et donc il y avait une certaine forme d'addiction. Dans mon entreprise aujourd'hui, en 2023, j'ai des jeunes qui sont ingénieurs qui ont du mal à se lever le matin parce qu'ils jouent toute la nuit. Et ils ont plutôt entre 25 et 30 ans, donc ce n'est pas des ados comme les ados qui nous ont posé les questions tout à l'heure. Donc est-ce que vous avez étudié ce phénomène d'addiction? Est-ce qu'il y a une différence entre les générations sur ces addictions aux écrans et à l'information finalement? Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Parce que
Là encore, je ne parlerai pas nécessairement d'addiction, mais il y a une chose qui semble vraiment sortir des études, c'est les vulnérabilités à tout ce qui est de l'ordre, non seulement de la désinformation, mais du clash, des effets un peu de ce qu'on appelle les bulles de filtre, alors c'est très discuté. Ça touche plutôt les personnes d'un certain âge, justement. Que c'est plutôt des personnes de plus de 40, 50, 60 ans, parce qu'il y a... Alors, ensuite, la cause n'est pas très bien comprise. Ça va être aussi qu'ils vont prendre plus au sérieux ce qu'ils voient, donc ils vont plus facilement rentrer dans des disputes perpétuelles. Et c'est les personnes qui sont là en permanence en train de râler dans tel fil de discussion, de s'entre-déchirer pendant une nuit entière, c'est plutôt des personnes d'un certain âge. Et on a vraiment étudié les vulnérabilités des différents pays aux stratégies de désinformation, aux stratégies de perturbation de l'espace public. Et l'effet âge est très important dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup, merci à vous.